La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. En effet, c'est drôle parce que la première fois qu'on s'est vu, nous, on était déjà dans cette pièce, en fait. Exactement. On a enregistré cet épisode de la martingale, donc sur l'investissement dans les startups. Ouais, et sur les valos. Et c'est sur les valos. Et toi, tu étais chez Newfound à l'époque. Et voilà, je suis ravi d'échanger avec toi on the record cette fois-ci, Augustin. C'est cool, en tout cas, ravi de te retrouver là. Super content de te retrouver là. Je pense que jamais j'aurais pensé, quand je suis venu ici pour faire la martingale, me retrouver dans ce contexte que vous connaissez tous, je pense. Mais je sais pas, on va le réexpliquer, mais voilà, on se retrouve. Alors c'est intéressant, d'ailleurs, au moment où on enregistre, on a eu l'accord de l'AMF, c'est important de le rappeler d'ailleurs, puisqu'on est visé par l'AMF avec OVNI, et donc je suis désormais officiellement accepté au moins niveau. On est réglementé, donc en fait, tout mouvement sur la table de capitalisation demande acceptation ou refus de l'AMF. Donc, bienvenue Mathieu. Voilà, on a eu cette acceptation. Donc voilà, la raison pour laquelle on est là, c'est déjà de pouvoir échanger un peu sur notre vision, comprendre un peu, moi aussi, le edge. Enfin, je l'ai compris dans les grandes lignes, mais aussi pouvoir un peu aller un peu plus loin. L'idée avec ces podcasts, ces contenus qu'on crée avec OVNI, c'est vraiment de pouvoir expliquer dans le moindre détail, au moins de ma vision déjà, un mec, moi qui rentre dans un fond, justement... documenter comment on le fait, quelles sont les étapes, expliquer vraiment à tous ceux qui veulent nous écouter, qui peuvent être d'ailleurs soit des entrepreneurs qui veulent que des fonds investissent chez eux, soit des gens des investisseurs qui voudraient investir dans des fonds, soit des gens qui voudraient créer eux-mêmes leurs fonds. Voilà, vous avez tout à voir, on met tout sur la table, comme mon habitude sur mes différents podcasts, mais l'idée c'est un peu ça d'être capable de tout expliquer. Alors la première chose que je peux raconter, c'est que je me rends compte en créant un fonds, et je déjeunais ce midi avec Geoffroy Bragadier qu'on embrasse de chez Ring. Je suis souscripteur d'un de leurs fonds qui s'appelle Ring Mission, qui est un fonds à impact. Et qu'en fait, je regardais les gens qui étaient dans des fonds comme des investisseurs, mais pas des entrepreneurs. Et plus ça va, plus je comprends quand même que quand tu crées un fonds, tu crées quand même une entreprise, quoi. Derrière, au-delà du retour sur investissement, qui est pas déjà évident, en plus, t'as un PNL, t'as un business plan, tu dois rentrer de l'argent, tu dois salarier des gens, tu dois investir ton argent, t'as des cycles que tu dois respecter, etc., etc. C'est peut-être pour certains plus safe que d'autres business. Mais tu prends moins de risques que, je pense, l'entrepreneur pur et dur qui va se faire financer par un fonds. Mais ça reste une aventure entrepreneuriale. Moi, j'aime me définir comme un entrepreneur. Ouais, non, c'est ça. Donc, en effet, et pourtant, moi, je voyais les investisseurs comme les investisseurs, tu vois. Donc, c'est intéressant. Déjà, la première chose que je remarque, notamment en vous rejoignant tous les deux, assez early stage, Arnaud et toi, puisque on est dans la période de collecte. Donc là, avec OVNI, on fait les premiers investissements. On va en parler un peu tout de suite, mais... on en a fait 3, et là, on est en train de faire 4, 5, 6. Ouais, exactement. La grosse nouvelle du moment. Alors ça fait partie des autres choses que j'ai apprises ces derniers temps, depuis qu'on bosse ensemble. Je l'avais appris un peu avant, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce qu'on appelle les allocations. Donc en gros, il y a des investissements, si jamais on vous propose et on vous repropose et on vous repropose d'investir dans la même boîte, généralement, c'est qu'elle n'est pas super haute, en fait. C'est en tout cas que pas tout le monde veut rentrer là-dedans. Les vrais deals dans lesquels tu veux rentrer, c'est un peu comme les primeurs dans le vin ou les montres, d'ailleurs. C'est celle que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde veut, et dans lequel, en fait, on ne te propose pas de rentrer dedans, c'est toi qui dois aller chercher ton allocation, comme on dit. C'est ça ? Et là, c'est le bon fonds qui arrive... Enfin... Si je mets, il y a plusieurs types de fonds. Nous, on fait du pré-seed seed, et c'est vrai qu'en fait, en pré-seed seed, les bons deals, c'est quoi ? C'est d'aller chercher les entrepreneurs au tout début de l'idéation de leur startup, de commencer à travailler avec eux, quasi les aider à recruter, en fait. Il y a une boîte dans laquelle on est en train d'investir. En fait, on les a aidés à trouver le CTO. On aimait l'entrepreneur, on aimait l'idée, on a travaillé avec lui pour trouver un premier client et un CTO. Et derrière, au moment où il y a la levée,
On lui dit, bah écoute, ça fait 6 mois qu'on connaît la personne. OK, on met 500 000, 600 000, 800 000 euros. Ton tour, c'est un tour d'1,5 million. À toi d'aller lever le reste. Et quand tu parles d'allocation, bah, je crois qu'on va en parler. Hein. Il y a un vrai enjeu pour un nouveau fonds. Parce que le nouveau fonds, l'entrepreneur est content que ça fasse 6 mois que tu l'aides à recruter, à développer son business. Mais quand tu as des super beaux fonds, des Sequoia, des Insights qui te disent bah en fait, c'est génial ce que tu fais. Tu voulais lever 2 millions, mais tu sais quoi, moi je vais mettre 3 millions, tu dégages tout le monde. C'est super dur pour En fait, l'entrepreneur, est-ce qu'il a besoin d'être loyal à la personne qu'il a aidé initialement? Ça va dépendre de lui. Et donc, je pense que ça, c'est un enjeu pour un jeune fonds comme le nôtre. C'est que, en fait, on a un fonds qui est d'une taille qui ne permet pas de clôturer un tour quand on donne une term sheet. Donc, tu vois, je vois une boîte, la boîte lève 2 millions. Moi, je vais pas donner plus d'1 million pour cette boîte. Pourquoi? Parce qu'il faut que je diversifie mon fonds. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que l'entrepreneur, il prenne la term sheet et il aille voir d'autres fonds. Et donc, le risque qu'un autre plus gros fonds me prenne ma place. Et ouais, ça c'est hyper intéressant. Alors on essaye évidemment de contrebalancer ça en disant on pourrait prendre plus dans le tour, notamment avec un club deal ou des choses comme ça, mais c'est pas évident parce que souvent justement dans ces tours, c'est pas forcément ceux-là où on veut du club deal en plus. Donc là, il faut aussi essayer de le proposer en forçant, mais ce qui est un peu, ou en proposant, en expliquant pourquoi c'est intéressant. Et ce qui est intéressant là-dedans... C'est très dur de convaincre l'entrepreneur de dire, attends, si l'entrepreneur il est stressé, c'est sa première boîte ou sa deuxième boîte, et tu lui dis, attends, je vais faire un SPV, et toutes tes infos, elles vont circuler auprès de 100, 200, 300 personnes que tu ne connais même pas. Et en général, l'entrepreneur va dire, attends, t'es gentil, moi je suis sursouscrit, j'ai pas besoin que tu me foutes un SPV dans ma table de capi. Seulement, je pense que déjà, on n'est pas obligé de faire circuler toutes les informations dans le club deal. En plus, il y a certains business sur lesquels ça apporte vraiment beaucoup. Je veux dire... B2C, ouais. C'est clairement un win. Ouais, et certains B2B, tu vois, récemment, je pourrais te parler de boîtes dans lesquelles moi je suis rentré avant Silver, mais des Quartz qui font de l'assurance pour entrepreneurs, des Silver ou des doubles, tu vois, en fait, sur les assistants. Finalement, tu te dis, attends, c'est des boîtes dont on a besoin de parler. C'est bien quand tu as beaucoup d'entrepreneurs, un double typiquement, à la limite à un moment, si tu as de plus en plus d'ambassadeurs, parce que tes investisseurs, évidemment, à un moment, s'ils ont du skin in the game, ils vont devenir ambassadeurs. C'est ce que Revolut avait super bien fait. Ils avaient fait un crowdcube, les gens avaient mis 100 euros, 200 euros, 100 euros, tout le monde s'est mis... Enfin, tu commences à devenir le meilleur ambassadeur. Donc je pense que de manière précise, on va essayer de le proposer en SPV, certains de nos dossiers. Mais c'est vrai, là, je te parlais, on est en train de faire le dossier 4, 5, 6. Sur les 3 dossiers, il n'y en a que un où on a une allocation qu'on voulait initialement. Et sur les 2 autres... 800 000 ? Ouais, exactement. Ouais. Et sur les 2 autres, on a la moitié de l'allocation qu'on voulait. Et l'autre, on a encore moins de la moitié. Ouais. Et là, en fait, on a aussi un fonds à déployer. Nous, on facture les frais de gestion aux gens qui ont investi dans notre fonds. Donc, il faut quand même déployer. Bien sûr. Et on ne peut pas faire de SPV dans certains cas. J'espère, et bon, ça c'est une question stratégique, que plus tard, on arrivera peut-être à dire aux entrepreneurs, au lieu de dire je mets jusqu'à 800 000, on va dire je mets jusqu'à 1,2 million, 1,3 million. Il y a X qui vient du fonds, il y aura Y qui vient d'un SPV, et t'inquiète pas, aujourd'hui on a une communauté de plusieurs centaines de membres. Je pense qu'une fois qu'on pousse le deal aux gens qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés par un deal dans la cyber, peu importe, en quelques jours, on arrive à vendre ce dossier. Et c'est là où c'est intéressant aussi, parce que moi, je trouve bien mon rôle là-dedans. C'est-à-dire que, tu vois, on s'est bien trouvé là-dessus. Je crois qu'on peut... alors nous, on s'est bien entendu vite, mais on peut quand même saluer le travail d'Arnaud là-dessus, qui est vraiment allé me chercher en me tirant par la peau des fesses, par les oreilles, par le bout des pieds, je sais pas où, mais en tout cas, tout comme il pouvait. C'est que... en fait, sur tout comme il est venu te chercher, je crois, à un moment, il est venu chercher tout le monde, en fait. Il nous a tous manipulés. Il construit les équipes, ouais. Mais en l'occurrence, là-dessus, moi, je vois que dans du très early,
dans ces boîtes-là, je peux faire la diff. Je m'explique, mais pour certains, il y en a déjà qui m'envoient des dossiers. Il y en a qui me connaissent parce qu'ils écoutent ce que je fais à droite, à gauche. Ils savent le réseau que j'ai, donc qui nous permettra d'avoir de l'influence beaucoup plus tard. Alors qu'une fois que tu es parti dans les tours, que tu es déjà devenu une scale-up et que tu vaux 500 millions, 1 milliard, moi j'ai beaucoup moins d'impact. En revanche, dans le très très jeune, une fois que tu as identifié les bons, ça c'est votre rôle, et que moi je dois aller essayer de faire la différence pour qu'on bosse ensemble, c'est bien pour le fond, c'est bien pour l'entrepreneur, c'est bien pour les investisseurs. Et là, tu nous as aidé sur 2 des 3 dossiers, tu vois. Enfin, sur tous les dossiers, puisqu'on en a parlé, mais il y a 2 dossiers, tu as été critique, donc non. Je l'avais pas forcément vu jusque-là, tu vois. Je voyais évidemment mon côté un peu potentiellement rabatteur, tu vois. Mais là, en fait, c'est plus que ça. C'est plus chirurgical, avec une idée de se dire, OK, on va faire des choses ensemble. Plus tard, on peut se donner de la visibilité. Là, je vois un dossier sur lequel, je crois que je peux en parler parce que de toute façon, on n'a pas investi nous-mêmes en direct. Ça a été fait par le biais d'un SPV. Alors, tu vas nous expliquer éventuellement après pourquoi et comment ça a été fait comme ça. Et hier, j'ai enregistré avec un entrepreneur extraordinaire français qui s'appelle Stanislas de Bensman, qui a monté Devoteam. C'est 11 500 collaborateurs. Il doit faire entre 1 et 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 10% à d'EBITDA, enfin voilà. Et c'est notamment un des gros experts français du cloud. Quand tu penses cloud, à un moment, tu dis, on doit peut-être pouvoir faire une petite connexion. Donc c'est assez marrant comme quoi, comme on s'est trouvé à plein de niveaux, quoi. Dans ce sujet, pour gagner les dossiers, aujourd'hui, surtout pour un petit fonds comme nous, il faut pouvoir travailler 2 fois plus. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je pense qu'on va y retourner, c'est de faire travailler le réseau. Ouais. Notre réseau. Nous, on a 72 investisseurs, et c'est un peu ce que tu as fait, c'est que sur tous les dossiers, on se casse la tête, on se dit, bon, bah ça, c'est un dossier dans l'assurance, j'invente, on n'a pas investi dans l'assurance, mais qui on connaît dans l'assurance, qui pourrait aider cette boîte, et on montre à l'entrepreneur qu'on est déjà là pour l'aider alors qu'on n'a même pas encore investi. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2008 à New York en banque d'affaires. Et ensuite, 2010... En banque d'affaires, tu n'étais pas dans l'investissement, tu étais dans la fusion-acquisition. Exactement, ouais. M&A, donc le conseil en fait. C'est du conseil, bon, tu travailles dur. Chez qui ? Chez Lazare. Ok. Travail dur, t'es bien payé. Petite boutique, un petit truc. J'avais 23 ans, j'étais super content de faire ce métier, début de carrière. Et en fait, j'ai réalisé rapidement, au bout de 2 ans, dans cet environnement aux États-Unis, en fait, qu'il y a 90% de ma classe, de la classe, qui, au bout de 2 ans, part pour des fonds de private equity, des fonds d'hedge fund, quelquefois des VC. Et autant le travail, autant trouver ce premier stage. Bon, tu me diras, moi j'ai commencé à regarder en 2006-2007, le marché il était magnifique. J'avais eu plusieurs offres, j'avais eu chez Lehman, chez Lazare, chez JP Morgan. Enfin, je me souviens, ça a été vraiment plutôt facile. Mais en 2010, quand je me suis dit, OK, bon, bah, j'ai fait mes 2 ans chez Lazare, où est-ce que je vais après ? J'ai trouvé que le processus était très dur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais interviewer avec, 100 fonds de private equity avant d'en trouver un qui m'a accepté. Et c'était pas forcément le tier one. C'était un beau fonds, mais c'était pas forcément... Là, dans du private equity, tu investissais dans les plus grosses boîtes. Donc là, j'ai commencé à investir dans les plus grosses boîtes. Mais en fait, après cette expérience, je me dis, mais je commençais à me vendre. Enfin, quand je suis passé de M&A à private equity, j'essayais de me vendre, mais en fait, j'étais comme tous mes pairs. Tu vois, j'étais vraiment le gars qui a fait des études correctes, 2 ans chez Lazare. Et c'est là où ce edge, tu parlais de edge tout à l'heure. Au bout de 2 ans dans mon fonds, je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller autre part. C'était pas vraiment ce que j'aimais. Et là, je me dis, comment je crée un edge ? Comment suis-je différent ? Et à partir du moment où, et ça, je trouve que ça c'est même un conseil pour les entrepreneurs, mais même pour les gens qui sont en recherche de travail, on est dans un marché du travail qui est compliqué, qui est saturé, surtout sur ces positions, on va dire cadre sub, comme on appelle en France. Hein. Comment se démarquer ? Comment être différent ? Et tu vois, moi, quand je suis arrivé en France en 2017, et j'ai vraiment joué là-dessus. Comment j'étais différent en 2017 quand je suis arrivé en France ? Ben, j'étais franco-américain. J'avais déjà fait de l'investissement en tant que BA et j'avais déjà été entrepreneur. Et là, j'avais un edge. Et quand je suis allé voir les fonds français, je suis allé voir tous les fonds. Hein. Moi, je cherchais juste un travail. Donc, je suis allé voir tous les fonds. Je vendais cette carte. Bah, vous savez quoi ? Je suis quelqu'un. Il n'y en a personne d'autre dans votre équipe. Et en fait, ça a résonné avec 2 fonds, dont Newfund, qui était mon ancien fonds. Et en fait, c'est chez Newfund qu'est vraiment née cette thèse, la thèse d'OVNI,
qui est une thèse en fait, qu'on partageait avec Arnaud, c'est pour ça qu'on s'est associés. Hein. Donc là, je vais directement un peu sur la thèse, mais comment être différent ? Vas-y. Je voudrais, avant d'aller sur cette thèse, et vraiment parce que c'est un point central de cet épisode, moi te poser une question, parce qu'en effet, je sais que tu avais commencé à investir déjà là-bas beaucoup, donc dès tes toutes premières primes, parce que c'est des endroits dans ces banques et ces jobs où tu fais des primes assez conséquentes. Toi, tu as tout mis quasiment dans des startups. Enfin, j'allouais une poche. Merci de ton honnêteté. J'ai toujours tendance à exagérer. T'as loué une belle poche, mais je crois que c'était quand même pas mal d'invest au total. Hein. Ouais. Et t'as fait un ou deux bons exits, donc des choses qui ont fonctionné. Des exits corrects. Okay. Parce que tu sais, ça c'est une vraie... c'est pour les investisseurs qui nous écoutent, être business angel, il y a des avantages, il y a aussi des gros inconvénients. L'inconvénient, c'est que tu vois pas tous les dossiers dans tous les secteurs, donc tu te retrouves à faire beaucoup d'anti-sélection. Okay. Donc tu trouves des bons dossiers, mais tu trouves aussi pas mal d'anti-sélection. L'anti-sélection, c'est les dossiers qu'en fait les autres ne veulent pas. Ok. Tu as l'impression d'avoir le meilleur dossier parce qu'en fait l'entrepreneur t'a épaté. Ouais. En fait, on a deux autres qui sont bien meilleurs que lui. Et surtout, tu comprends pas forcément les dynamiques du secteur. Je comprends. Donc tous les gens qui ont commencé à investir dans du car sharing, enfin une fois qu'il y a eu du Blablacar a explosé, enfin il y a eu plein de petits Blablacar qui sont arrivés, il y a beaucoup de BA qui se sont dit tiens, moi je vais investir dans le Blablacar. Ouais, je vais faire le Uber des trottinettes, le Uber des scooters, le Uber des hélicoptères. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, il y en a déjà 3 autres qui ont déjà été financés que tu vois pas encore. Ouais. Les fonds n'y touchent plus. Et toi, en tant que BA, tu t'en rends pas compte. Donc, j'ai commencé à investir en fait aux États-Unis. Pas tout mon bonus. Hein. Je me suis permis d'investir dans d'autres produits financiers et juste vivre mieux. Mais en tout cas, c'était un de mes avantages quand je suis arrivé en France. Je pense qu'il y avait très peu de managers qui l'avaient déjà fait. Mais pourquoi t'es pas resté aux US ? 2 questions là-dessus, finalement. T'es un peu petit joueur, je pourrais me dire. Pourquoi t'es pas resté aux US ? Et potentiellement, qu'est-ce que ça t'apporte d'être américain nationalité et quand même un peu de culture, hein, parce qu'il y a passé 10 ans au moins. Ouais, quasiment le double. Et 20 ans, voilà. Donc plus de la moitié de ta vie, donc c'est quand même énorme. Qu'est-ce que ça te donne comme unfair advantage, comme avantage injuste ? Tu sais, alors, il y a pas mal de questions. Moi, je pense vraiment... En ayant passé une grande partie, en ayant grandi à New York, il faut être le meilleur dans son domaine. Donc tu vois, en banque d'AF, j'étais pas forcément le meilleur, j'étais juste en dessous. En private equity, j'étais pas forcément le meilleur, j'étais juste en dessous. Et donc pourquoi je suis rentré en France ? En fait, je me suis dit, et c'est vrai, hein. T'es allé en Ligue 2. Je voulais être le meilleur de la Ligue 2. Non, mais c'est un peu vrai en fait, parce que je me suis dit que Je suis vache, Et t'as raison. Merde, on est en Ligue 2, chier. Moi, je joue en Ligue des Champions. Ouais, souvent, je le dis aux entrepreneurs. J'ai dit que souvent, il y a des gens qui me disent tu sais, souvent, je parle à des Français qui sont à New York, ils me disent je réfléchis à rentrer à Paris. Et je dis c'est comme si un joueur partait de Paris et allait, je vais insulter personne ici, mais partait jouer à Bastia, quoi. Ouais. Mais alors, ok, vaut mieux. C'est très bien, Bastia. Mais vaut mieux être le meilleur à Bastia que le remplaçant au PSG. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. Ça dépend. Si tu veux jouer au foot, si tu veux gagner de l'argent. Il y en a qui m'ont dit que j'avais tort. Ouais. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que j'avais raison. Je pense qu'il y a 2 écoles. Et c'est vrai que je me suis dit que mon expérience aux États-Unis, tu vois, j'ai fait NYU. C'est une bonne école, mais c'est pas la meilleure. C'est pas Princeton ou... J'ai fait Lazare. C'est une bonne école. Mais t'as au-dessus, t'avais Goldman et Morgan Stanley. J'ai fait un fonds qui était bon, mais il y en avait des meilleurs. Et donc, je me suis dit, j'ai toujours eu un peu cette carrière. Elle est bien, ma carrière. Elle était j'étais dans le top de top 10% de ma classe, tu vois. Mais j'avais envie d'être le meilleur et donc pour être le meilleur en VC, je me suis dit aux États-Unis, ça va être compliqué. En France, j'ai peut-être un angle à jouer, je suis différent. Je suis biculturel, j'ai eu cette expérience d'entrepreneur, il y en a très peu qui l'ont eu. Et en fait, c'est quoi mon unfair advantage ? C'est qu'en fait, j'ai une approche au risque qui est culturellement beaucoup plus forte que tu peux l'avoir en France. Le VC, le venture capital, c'est quoi ? C'est assumer que 90% de tes investissements, ils vont à zéro. Et quand tu vois un fonds français, ils ont énormément de mal à se dire « Ah ok, j'ai pris cette ligne, j'ai investi dans cette ligne, je sens que ça marche pas très bien, je la mets à zéro. » Non, je dis pas que c'est un mauvais produit financier, mais l'investisseur français, il va souvent te dire « Bon, j'ai investi dans cette ligne, ça fait chier de perdre 700 000 euros, je vais tout faire pour essayer de récupérer mon argent. » Alors qu'en fait, et ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui a vraiment été mon mentor, c'est pas vrai, parce qu'en fait, je lui parle pas tous les jours, mais quelqu'un qui a inspiré ma vie, c'est Vinod Khosla.
Et Vinod Khosla, qui est le fondateur de Sun Microelectronics et ensuite qui est devenu cet investisseur VC connu, il disait, moi quand j'investissais dans un deal, tout de suite je le mettais à 0. Dans ma tête, j'investis dans un deal, ça vaut 0. Je vais tout faire pour qu'il y ait un deal que je sorte fois 100, fois 150, fois 200. Et en fait, je pense que le venture capital, ça ne se réinvente pas. Il y a quelque chose de très français qui est de dire, nous, on va l'adapter à notre culture, puisqu'on a une belle culture, on a une culture qui nous définit en tant que Français, mais tu as des trucs que tu peux pas redéfinir. Le venture capital, c'est un produit financier. La culture américaine, c'est le meilleur match possible pour ce produit financier. Tu ne peux pas adapter la culture qui est de dire je vais minimiser mon risque au lieu de maximiser mon upside et penser avoir le même type de retour financier que tu as aux États-Unis. En fait, c'est simple. Et donc, quand on dit ça, j'ai eu la beauté d'être dans un fonds qui s'appelle New Fund Capital, les 5 premières années en France, et qui était un fonds qui avait cette ouverture d'esprit, parce que je pense que le fondateur François Véron était quelqu'un qui avait cette admiration pour les États-Unis et cette ouverture d'esprit, de dire chacun a ses convictions, chacun a le chéquier du fonds, développez votre thèse, faites vos invests. Et moi, j'ai fait des invests très clairs. Le premier, c'est que je visais uniquement des boîtes qui avaient cette vocation internationale dès leur début. 90% de mes boîtes, c'était le cas. Et de 2, pour avoir passé 20 ans aux US, j'ai même passé un peu de temps en Israël à essayer de monter le bureau New Fund Israël. Donc, j'ai vu un petit peu la culture startup là-bas. L'écosystème, ouais. Le produit égal, équipe égale, les Américains et les Israéliens, ils arriveront à lever toujours 10 à 15 fois plus que les Français. Donc, si on veut gagner en VC, il faut savoir investir dans des dossiers défendables. Et où est-ce qu'on trouve de la défense ? Si ce n'est pas de la défense capitalistique, on trouve de la défense sur la technologie, sur la propriété sur la propriété technologique. Okay. Et donc, tous mes invests, j'ai essayé de me dire, tiens, au cœur du produit, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que si les Israéliens ou les Américains veulent nous copier, on a 2 ans d'avance. Et ça, il y en a des endroits en France, en Europe, où on trouve ça. En France, on a une excellence ingénieure qui est mondialement connue quand tu vois tout ce qui est AI. Facebook qui veut développer ses centres AI en France. On a des ingénieurs. On n'est peut-être pas bon en commercial. Et je pense que ça, c'est une autre erreur qu'on fait. En France, les humains, il n'y a pas que les Français. Souvent, on a tendance, à vouloir renforcer nos faiblesses. Alors qu'en fait, faut utiliser nos forces. Notre force, c'est quoi ? C'est l'ingénierie. Notre faiblesse, c'est le commercial. Notre thèse chez OVNI, c'est de se dire, on va investir dans des sociétés technologiques françaises, mais on va arrêter d'essayer de vendre le produit en France, en Allemagne. On va essayer de le vendre à l'étranger dès le début, aux États-Unis. Les Américains, ils sont bons pour quoi ? Les sales et le produit. Et une fois qu'on a dit ça, ça permet quoi ? Ça permet l'éclosion de boîtes françaises aux États-Unis qui arrivent à lever plus d'argent, qui arrivent à grossir plus vite et donc créer plus d'emplois en France. J'ai quand même l'impression que souvent, les exemples que j'ai finalement dans les très grosses réussites françaises, notamment pour les VC, c'est pas tant des boîtes françaises aux États-Unis, c'est des boîtes françaises qui se revendent à des Américains quand même. Enfin, c'est quand même le play le plus commun, j'ai envie de dire, non ? C'est peut-être pour ça que, en fait, ça m'emmerde de t'entendre te dire qu'on est en Ligue 2, mais il y a un peu ce côté, finalement, nous, on n'a pas, quand même, quoi qu'il arrive, on n'a pas de Facebook, on n'a pas de Meta, mais on n'en aura pas Google, ces boîtes, parce qu'on aura des DataIQ, des Miracle, des Algolia, mais on n'aura pas, sur tous les plays d'exécution, ce qu'on appelle les plays d'exécution, c'est-à-dire celui qui lève le plus ira le plus loin. On n'aura pas, tu viens de le dire, on ne sait pas, il n'y a pas suffisamment d'argent en France. Il n'y a pas suffisamment d'investisseurs, il y a plus d'impôts que dans d'autres pays. Tu vois, en effet, on en a d'autres qui sont assez forts, qui grossissent en Europe. Je pense à des Conto, peut-être, à des Alan, même à des Lydia. Ça, c'est des... Ouais. Ça reste quand même des très gros secteurs. Alors en effet, ils n'iront pas conquérir les États-Unis. Il est probable qu'ils ne se fassent pas non plus racheter par des Américains. Ils peuvent se faire racheter, soit s'introduire, soit se faire racheter aussi par des acteurs plus traditionnels en Europe. Et ça reste des A-players, mais peut-être pas au niveau mondial. Ouais, ensuite, tu sais... Dans l'IA, on verra peut-être. En vrai, nous, il faut que... Tu sais, c'est notre premier fonds. On a une thèse, c'est cette thèse du technologie à l'international.
Il y a d'autres manières de gagner de l'argent, mais la bonne société de gestion, elle est concentrée sur sa thèse d'investissement. Et ça fait partie aussi des gens qui sont chez nous, c'est-à-dire Alex Génie ou des gens avec qui vous avez monté le fonds. Dans les investisseurs d'origine, il y a quand même des gens assez extra qui ont fait des plays internationaux monstrueux, quoi. Ouais, exactement. Il y en a beaucoup. Et c'est comme ça. En fait, on leverage ces gens-là pour poursuivre l'aventure avec nos nouvelles sociétés. Un Resolve Stroke, on a des souscripteurs dans la santé, dans l'imagerie médicale, qui ont cette expérience aux États-Unis et qui aujourd'hui nous aident à ce que cette boîte se développe là-bas. Resolve Stroke, ça veut dire résoudre les AVC. C'est quand même ambitieux, mais c'est ça, c'est le cas. Et on est dedans, c'est bien. On est dedans depuis juillet. Donc, écoute, c'est super. Alors, il faut qu'on revienne sur ce hedge quand même assez rapidement parce que le hedge, il est très important pour deux choses. Moi, je dirais finalement d'abord choper les bonnes allocs, ce qui nous aidera à choper les bons invests. Et j'ai l'impression que ça, on est déjà en train d'y arriver et que ça s'accélère au niveau des investisseurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui te font des promesses. Alors donc le business d'un fonds, vous le connaissez tous probablement pas mal, mais c'est déjà d'avoir d'un côté donc des gens qui investissent, des LP. LP, c'est pour Limited Partners. Et de l'autre côté, des investissements dans lesquels on va rentrer avec au milieu une commission et puis surtout une commission sur la performance si jamais la sortie se fait bien. Donc là, on est en même temps sur la recherche de fonds, c'est LPs, et en leur montrant que on fait des super investissements. Alors, ça ne veut pas dire pour l'instant qu'on fait des super investissements en termes de retour sur investissement, puisque on ne pourra pas l'avoir en quelques années. En revanche, quand on leur montre chez qui on est, et là, vous allez pouvoir le voir, abonnez-vous ici, on va vous en montrer certains sur LinkedIn, sur les newsletters, on se dit qu'à un moment, il va y avoir encore de plus en plus de personnes qui vont vouloir nous rejoindre en tant qu'invest parce que... parce qu'on ne dévie pas de notre thèse et on fait des sujets qui nous fascinent en fait. Ouais. Moi, j'adore me réveiller et faire ce métier parce que tous les jours, je me dis, tiens, Resolve Stroke, comment on fait pour solutionner les AVC ? Ouais. Et dans les dossiers là qu'on est en train de faire, en fait, le VC, c'est quoi ? C'est financer de l'innovation technologique et qui vont changer la société. Mais c'est pas un hedge suffisant. Alors moi, je vais te pousser un peu là-dedans parce que finalement, j'ai envie de te dire, alors c'est un des hedges qui m'a le plus plu, peut-être que c'est le plus proche et qu'on est là-dedans, mais sur Génération Do It Yourself, qui est mon podcast principal, j'ai Antoine Fraisse, que j'idolâtre presque, qui a quand même géré, vendu La Fourchette, qui est cofondateur de Malte, qui devait avoir jusqu'à 10%, 15% de Doctolib. En termes d'invest et de cofondateur, légendaire. Il est juste légendaire. Et en plus humble et sympa, accessible. Ouais. Antoine, si tu m'écoutes, cœur avec les mains. Et quand je l'ai vu la première fois sur Génération Do It Yourself, quand je l'ai reçu, il me dit « Non, mais tu sais Mathieu, moi... les boîtes qui vaudront 30 millions un jour, en termes d'invest, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout mon play, quoi. C'est pas, et donc bon, là, ok, très bien, on vient 3-4 ans après, faut pas qu'on dise la même chose, sinon on n'a pas de hedge suffisant. Non, mais c'est bien de nous repousser là-dessus. Il faut être constamment repoussé. Nous, notre premier hedge, en fait, il est simple, c'est notre premier fonds. Et je pense que ça, quand tu regardes statistiquement les TRI des premiers fonds, en général, ils ont tendance à surperformer les fonds d'après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les entrepreneurs, donc Arnaud, moi, toi, Thomas, en fait, on va travailler 2 fois plus pour que nos investissements fonctionnent. Et ça, c'est le propre du first time team, quoi. On va travailler 2 fois plus pour que ça marche, pour pouvoir derrière lever un fonds 2, un fonds 3, un fonds 4, un fonds 5. Ensuite, il faut se poser la bonne question, comment tu fais pour avoir les mêmes retours et travailler tout aussi dur, fonds 2, fonds 3, fonds 4, fonds 5. Ça, je crois vraiment au hedge, tu investis dans un first time team. Le deuxième... Donc là, c'est bien d'investir maintenant, c'est ce que tu dis. Si vous écoutez ça dans 3-4 fonds, investissez plus, c'est trop tard. Non, c'est un peu ça. Non, mais je pense qu'une stratégie d'investissement, et tu as des fonds de fonds qui font ça. Il y a des fonds de fonds qui n'investissent que dans des first-time teams. Ensuite, c'est un peu problématique pour la first-time team, parce que c'est vrai que nous, quand on reçoit un investissement d'un investisseur, on a envie de lui montrer qu'on sait bien bosser, qu'on va lui doubler, tripler, quadrupler son argent, pour qu'ensuite, ils réinvestissent un peu plus au deuxième fonds. Donc, si tu n'as que des gens qui t'investissent au premier, qui ne font que des premiers, ouais. Mais bon, tu as des gens, c'est leur stratégie d'investissement. Ouais. Le deuxième, et je pense que ça va aussi avec le first time team, c'est que, enfin pas tous, c'est que nous, aujourd'hui, on a 72 souscripteurs. On a 72 souscripteurs dans plein de verticales différentes,
dans les télécoms, dans l'énergie, dans l'immobilier, dans la finance. Et qu'en fait, on va les solliciter. Sur tous mes dossiers, je vais essayer de les solliciter un maximum pour qu'ils aident cette société à se développer. Et ça, je pense que c'est un... Tu sais, c'est un edge qu'on a par rapport à des très beaux fonds français, genre Alven, Partech, avec lesquels j'aimerais bien travailler, évidemment. Hein, mais un Alven, un Partech, c'est des fonds qui ont 15, 20, 25 ans. Et aujourd'hui, en fait, quand tu regardes la user base, enfin le LP base, c'est beaucoup de corpos d'instit. C'est un plus petit nombre de souscripteurs individuels. Okay. C'est normal, en fait. C'est pas du tout une critique. Au contraire, moi, j'aspire un jour devenir comme eux. Peut-être que la technologie nous permettra de continuer à utiliser nos souscripteurs existants. Mais aujourd'hui, ils ont des équipes plus grosses, ils ont des investissements plus gros. Ils vont pas... C'est beaucoup plus compliqué pour eux d'entretenir les 75 souscripteurs que nous, on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un edge. En effet, merci de le remettre en haut, hein, mais que vous utilisez avec brio, grâce à plusieurs outils, mais de manière magistrale. Hein. C'est-à-dire qu'on sait... Je t'ai même pas parlé de l'outil. Ouais. Mais tu vois, en l'occurrence, on se connecte tous avec nos boîtes mail, nos carnets d'adresses, etc. Donc, quand tu prends... la mienne, plus la tienne, plus Arnaud, plus 2-3 personnes. Enfin, mon carnet d'adresses en quelques années, si tu veux, avec les gens, en effet, que j'ai pu... et les échanges, en fait, c'est vrai que c'est assez marrant parce que on va voir dans une boîte, quand on veut avoir... Alors, soit toucher un entrepreneur pour lui dire « je voudrais investir chez toi », soit toucher quelqu'un pour lui demander, un expert, lui demander ce qu'il pense de cet entrepreneur, soit faire une due deal, soit faire une intro, etc. C'est d'une force. En fait, tu vas sur le site de n'importe qui, et là, tu vas voir sur ce site qui a échangé avec qui dans le réseau. Mais attends, il faut qu'on explique. On utilise un outil qui, en fait, vient connecter les boîtes mail et, en fait, va lire les fréquences d'interaction que tous les gens qui sont connectés à cet outil ont avec des destinataires. Donc en fait, c'est un LinkedIn amélioré. Et tu vas voir que j'ai échangé 8 fois avec un tel avec qui tu veux parler. Je vais pas voir 8 fois, mais je vais voir une note. C'est-à-dire que tu vas voir celui qui interagit le plus avec Mathieu Pigasse ou avec Emmanuel Macron, c'est Arnaud ou c'est moi. Et puis donc tu vas dire, Mathieu, j'ai vu que tu avais pas mal d'interactions. Est-ce que tu pourrais nous mettre en relation ou est-ce que tu pourrais demander si... Voilà. Dans le fond, tu as raison, je voulais juste, c'est très même RGPD friendly, ça veut dire qu'en fait, ça va pas avoir le nom, mais l'outil va donner une note. Tiens, Mathieu, il interagit beaucoup avec X ou Y. Et ça, cet outil, on connecte tous nos souscripteurs ou ceux qui le veulent, et on le donne à nos sociétés. Tu sais, c'est... en termes d'accélération commerciale, financière, etc., mais c'est de la folie. C'est de la folie. Moi, je pense, on va le faire, on va le déployer chez Cosa Vostra, on le déploie chez Alvo, enfin voilà, c'est de la folie. Et tu vois, l'enjeu... Quand tu montes un fonds de pré-seed seed, c'est qu'en fait, la vraie valeur, elle est créée quand tu investis dans des boîtes aussi jeunes, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e année. Et ça, les investisseurs, ça les saoule en fait. Parce qu'ils te disent, moi, je pourrais investir en PI, faire un x2 tous les 3 ans et j'aurai plus d'argent qui tournera plus vite. Et nous, ce qu'on leur dit, bon, non seulement c'est un peu plus long, le retour espéré est quand même plus fort et surtout, le sujet est fascinant, c'est tout ce qui est technologique. C'est toutes les innovations technologiques. Mais ce qui est fort dans ce modèle, et j'espère qu'on va pouvoir arriver à prouver sur ce premier fonds, c'est qu'en fait, avec cet outil, on arrive à accélérer commercialement nos boîtes. Et on a déjà eu le cas, on a un premier investissement. Notre premier investissement, c'est Acceptio. Acceptio, plusieurs fois, en fait, on a donné l'outil au patron, à l'équipe sales. Plusieurs fois, en fait, ils sont allés... J'invente l'histoire, hein. Mais tu sais, tu vas sur le site de Danone, tu vois, tiens, le directeur de l'innovation chez Danone, Mathieu Stéphanie, le connaît très bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le gars, parce que c'est assez facile de trouver un numéro de téléphone aujourd'hui, hein. Ils appellent le gars, ils disent, on vient de la part de Mathieu Stéphanie, puisque Mathieu a investi chez OVNI et nous, OVNI a investi chez nous. Et ça, c'est d'une force. Et ils ont signé des clients comme ça. Ouais. Et on essaye de... Donc voilà, donc notre unfair advantage... Donc je pense qu'il y a ça. Et le 4e unfair advantage, ou notre edge, moi je pense que c'est culturel et propre à la boîte. C'est-à-dire que quand j'ai commencé OVNI, je me souviens, il y avait un fonds qui s'est lancé, qui met un press release, on a levé X millions d'euros. Et je vois le press release et je me dis, mais en fait, tu pourrais mettre n'importe quel nom de fonds devant, ça fonctionne. Qu'est-ce qui est vraiment différent ? Et je pense que dans la thèse, cette volonté de dire, on fait de la deep tech à l'international, en fait, aujourd'hui, en France, il y en a pas, je pense. Je n'en vois pas.
Et tu vois, on le démontre. Et donc c'est peut-être un désavantage. Hein. C'est-à-dire que peut-être que dans 6 ans, toutes nos boîtes auront fait faillite et les gens diront « Ah bah, vous êtes complètement trompés ». Évidemment, je suis convaincu de l'opposé, puisqu'en fait, on essaye surtout d'appliquer une stratégie américaine en France. Et là où on commence à avoir des signaux, on en parlait avant de commencer, on commence à avoir des signaux que notre stratégie est peut-être la bonne, c'est que sur notre investissement 4, 5, 6, on a 2 co-investisseurs sur chacun. À chaque fois, c'est des fonds, top fonds, américains ou européens. Top fonds, et qui ont aussi cette thèse un peu plus anglo-saxonne, quasi deep tech et obsession internationale. Ouais, ça, quand t'es accepté dans des fonds dans lesquels, en fait, t'as juste enfin, là, pour le coup, les champions, multiples champions de la Ligue des Champions, tu te dis, il est en train de se passer un truc. Et moi, mon but, c'est quoi ? C'est que demain, tu vois, le Sequoia, ils se disent, ah, tiens, je vais aller voir les deals qu'OVNI fait. Chaque fois, ils se font refinancer par des fonds canons. Et là, j'aurais gagné, en fait. Ouais. Et j'aurais gagné. Et j'espère qu'on aura vraiment cette passerelle avec les US, avec l'international. Tu sais, dans nos souscripteurs, on en a quand même pas mal. Bah, c'est ce que tu disais. Il y en a beaucoup qui ont cette expérience à l'international. Et en fait, on le fait vraiment jouer. Resolve, l'entrepreneur Resolve, quand il est parti aux États-Unis, on l'a connecté avec une dizaine de personnes à New York, à Boston, à Chicago, à Austin. Il s'est fait son voyage de 3 semaines, il est revenu avec des yeux... Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, sans donner tous les noms, je ne sais même pas si on peut, mais on a quand même, alors, bon, déjà des entrepreneurs alors, dans lesquels soit vous avez investi, donc chez qui vous avez investi par le passé, qui étaient des bons choix, Arnaud et toi, mais aussi des investisseurs qui sont eux-mêmes des gestionnaires de fonds. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on a des gens qui ont des fonds et qui investissent dans OVNI. Donc c'est pareil, il y a quand même des signaux faibles assez forts qui s'alignent. Moi, j'ai eu encore récemment une demande, ou en tout cas on va dire un signal assez fort d'investisseurs qui me disent « Ouais, moi, j'aimerais bien rentrer dans OVNI, envoie-moi l'équipe, etc. » Donc c'est vrai que on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Ce qu'il faut maintenant, c'est réussir toujours à attirer les meilleurs DOS, les meilleurs deals, soit à les attirer, soit à aller les chercher. Et ça, c'est une des questions. Moi, je vais me charger de les attirer aussi. Ce qui est drôle, c'est que y en a que je réussis à vous envoyer que vous n'aviez pas vu. Il y en a aussi que vous aviez déjà vu avant, qui tournent déjà un petit peu, etc. Comment on va les chercher ? Je voudrais Alors, parce que chercher du multi-entrepreneur qu'on connaît déjà dans notre réseau, ça, j'imagine, c'est assez, enfin pas simple, mais c'est le premier truc. Ça, en général, c'est très cher, ça. Mais voilà. Et c'est pas notre modèle, puisque nous, on investit, on essaie d'avoir une détention de capital suffisamment forte pour notre ticket qu'on n'arrivera pas à faire. Mais alors, comment on trouve un nouvel entrepreneur qui est monstrueux, qui a la future nouvelle idée ? C'est marrant parce que donc, avant le Covid, c'était un métier très relationnel. Tu rentrais en contact avec les gens te recommandaient, tu allais à des conférences, etc. Après le Covid, tout a fermé. Donc il y a eu l'apparition des bots, d'espèces de robots qui allaient scraper sur LinkedIn dès que quelqu'un changeait de statut. Ça, c'était un edge, mais c'était un edge, on va dire 6-8 mois. Ensuite, tout le monde a développé ses robots. Je pense qu'un fonds qui vous dit « Moi, je scrape LinkedIn pour trouver les nouvelles startups », en général, il n'aura pas les nouvelles startups. Ensuite, il y a eu les robots un peu plus poussés, qui ont été des robots qui disaient « Ah bah tiens, Mathieu, ça fait 3 ans qu'il est chez McKinsey, il y a des grandes chances qu'il s'en aille. Un ancien de McKinsey, statistiquement, ça peut monter des belles boîtes. » Mais bon, ça a été un edge 3, 4, 5, 6 mois. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a ses robots, c'est plus vraiment un edge. Je pense vraiment que l'edge aujourd'hui, c'est marrant, il est redevenu humain en fait. En fait, nous, notre edge, à ce niveau-là, pour trouver la boîte, c'est Thomas. C'est Thomas, notre associate, analyste associate. Et Thomas, qu'est-ce qu'il fait ? Toute la journée, il est sur LinkedIn. Et toute la journée, il est en train de regarder des profils en disant « Bah tiens, c'est marrant, il a fait ça, ça et ça, j'aime bien. » En plus, tu sais, on a aussi des secteurs de prédilection. Il y a des secteurs qu'on ne fait pas, donc ça, on met à la poubelle. Et il y a des secteurs qu'on fait, il y a des secteurs où on cherche des dossiers. Tu vois, dans la défense, on aimerait faire un dossier, parce qu'on n'en trouve pas, on n'en fera pas. Hein. C'est pas une... Mais on aimerait bien faire un dossier. Bon, bah, il regarde un petit peu, tiens, ce gars-là, il a travaillé chez... j'invente, mais des boîtes dans la défense. Et même si les mecs sont en poste, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur écrit. Salut Michel, je m'appelle Thomas. Je cherche des investissements dans la défense, t'as peut-être quelqu'un, et puis boum, il va dire « Ah bah oui, justement, j'ai un pote qui... » ou machin. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que tu construis les meilleurs dossiers. Et après, ce que j'ai pu voir aussi, pardon, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est que, en fait, ça redevient humain
mais c'est power-up par la technologie. Alors là, tu viens de parler de LinkedIn, évidemment, mais quand je dis power-up, je reviens sur cet outil, mais aussi notre réseau. C'est-à-dire que quand tu as un râteau très important de personnes qui est là et qui est capable d'échanger aussi assez vite, moi, je veux dire, c'est de l'inbound, mais c'est pas que de l'inbound. Il y a des gens qui vont me dire, tiens, je cherche A ou machin, et puis je vais le renvoyer vers toi, vers Thomas, vers Arnaud. Et puis derrière, vous regardez et vous instruisez et vous choisissez. Et donc, si on est 150, 200, 300 à investir comme ça, si en plus on rajoute, on revient sur cette stratégie de club deal, et ben à la fin, on aura quand même un bon paquet de rabatteurs, entre guillemets, pour les très beaux dossiers. C'est un peu l'objectif. Si on fait des choses comme ça qui sont aussi assez écoutées, c'est un peu l'idée, c'est ça? Ouais, ça c'est sûr que c'est... Moi, je dirais que ça c'est le... Je pense qu'une bonne société de gestion, elle se dit pas, c'est tous ces rabatteurs qui vont faire que mon deal flow est bon. Mais ça te permet de bien le complémenter. Ce matin, on avait une réunion avec Thomas et Arnaud. Regardez, c'est quoi les dossiers qu'on n'a pas vus cette année et pourquoi on les a pas vus. Tu vois, Donc, il y en avait 14. Il y en avait 7 qui n'étaient pas dans notre thèse. Donc, en fait, mais il y en a 7 qui étaient dans notre thèse et en fait, qu'on a repéré trop tard. Et donc là, on essaie vraiment de comprendre. Et je pense que ce fameux club qu'on a monté ensemble il y a 3 mois, on l'a monté il y a 3 mois. Je pense que dans le futur, on va pouvoir augmenter ce coverage. Voilà. Mais le meilleur dossier, franchement, tu le co-construis avec l'entrepreneur. Et je pense que dans les dossiers qu'on fait là, moi j'ai hâte de pouvoir les communiquer et de communiquer avec qui on investit. Mais il y a 2 des 3 dossiers on se serait fait dégager comme des crottes si les mecs, ça faisait pas 6 mois qu'on bossait avec eux sur l'équipe, le produit. Et en fait, tu sais, tu parlais un petit peu des gens qui veulent monter des fonds qui nous écoutent. Moi, j'adore le pré-seed, le seed. Arnaud, je préfère le seed, le pré-seed. Arnaud, il préfère le pré-seed. Et je pense qu'il y a un vrai avantage à monter des fonds de pré-seed seed. C'est pour ça que tu vois un peu cette multiplication de fonds de pré-seed seed dans le monde. Hein. Parce que monter ton fonds de série A, c'est quand même très compliqué. Ouais, tu peux sûrement, ça dépend, tu es bien associé, tu peux peut-être vite lever un fonds de 75, 100 millions. Mais en fait, la série A, tu co-construis pas ton deal avec l'entrepreneur. Tu vois les mêmes deals que Axel et Index. Et si tu vois les mêmes deals que Axel et Index et que tu investis, ça veut dire qu'Axel et Index ont dit non. Donc, si tu es prêt à vendre à tes investisseurs, moi, je vais faire des deals de série A. Je vous préviens, évidemment, je vous préviens, Axel Index, ça a tous vu, donc moi, je vais fouiller derrière eux. Je pense que tu as du mal à vendre une super histoire, et derrière, je pense que tu as du mal à vendre de la perte financière. La beauté du seed, c'est que tu peux co-construire tes deals uniques. Tu vois, un Axel Index, ils vont pas aller s'emmerder à mettre 1 million, 1,5 million dans un deal français. Ils ont tellement d'argent, ils sont prêts à payer plus cher. Et donc, en fait, ils cherchent des partenaires un peu locaux à la OVNI pour leur sourcer des deals intéressants et derrière dire toi, j'ai adoré ce dossier, je mets 5 millions, valo 25, peu importe. Et donc, c'est là où je pense qu'on a un tour à jouer. Évidemment, nous, notre ambition, aujourd'hui, le premier produit financier qu'on fait, c'est celui dans lequel, avec Arnaud, on est fort. C'est pré-seed seed, deep tech international. Demain, on est constitué de telle sorte que si on se dit qu'en fait, on peut dupliquer le modèle en Allemagne, on intègre la star du seed en Allemagne dans la société de gestion et on lui met à dispo tous les outils. On lève un prochain fonds 2 fois plus grand que l'existant et on fait 50% en Allemagne. 50%. J'invente, Clair. C'est une idée. À combien t'es déçu si on fait un mauvais TRI? Tu serais à combien à partir de... Un mauvais. Ça va dépendre. Alors, c'est marrant parce que cette question, on me la pose souvent sur c'est quoi votre TRI, etc. Et en fait, le vrai enjeu des fonds, c'est que quand on lève, quand quelqu'un nous dit je vous donne 100 000 euros, en fait, on appelle 20 000 la première année, 20 000 la deuxième, 20 000 la troisième, 20 000 la quatrième. Donc, rien que ça, en fait, ton TRI, il est optimisé d'une manière... Et ensuite, tu commences à rendre année 6, année 7. Donc, le bon TRI va être au-dessus de 20%. Un bon, tu vois, à 20% sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'espère que j'aurai... 20% par an? Ouais, 20% par an. J'espère que j'aurai rendu... Enfin, tu vois, le bon fonds, il a rendu beaucoup d'argent année 6, année 7. Il a tout rendu année 7. Et à partir de l'année 7, c'est du gravy, quoi. C'est du bonus. Okay. Et il va monter vers du x2, x3, x4 net. Et justement, qu'est-ce qui serait un très très bon retour? Genre ton dream... en restant réaliste? Mon dream return en restant réaliste, ouais, ce serait de rendre entre 3 et 4 fois net d'ici 8 à 10 ans. Je pense que là, on aura tout déchiré. Ça existe, ça? C'est rare.
Ouais. Je pense que c'est le top 10% des fonds. Ok. Et souvent, les gens disent « Ah ouais, quelqu'un m'a dit, il va aller me rendre x20 sur le fonds. » Je pense qu'il fume. Je pense qu'il y a un fonds qui a rendu plus. Je crois que c'est... je sais pas, je me souviens plus. Le fonds qui a investi dans UiPath, je me souviens plus du nom maintenant. Mais je crois qu'ils ont rendu x50. Ok. Mais ça, c'est le outlier. Évidemment, tu sais, la beauté de ce qu'on fait et de l'approche qu'on a, qui est un peu qui est très anglo-saxonne, c'est qu'en fait, sur tous nos dossiers, on considère, une fois qu'on a investi, que ça va aller à zéro. Mais qu'il y a une optique où la boîte peut valoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 milliards. Tu sais, tu as 5% d'une boîte qui vaut 1 milliard, ça fait 50 millions. Disons que le fonds fait 30, on est déjà 1,5 fois sans compter toutes les autres lignes. La boîte fait 2 milliards. Enfin, ça peut aller très vite, en fait. C'est marrant, j'avais rencontré un gars quand j'ai commencé chez Newfun, et je lui disais que les salaires en VC, en Europe en tout cas, étaient moins forts que les salaires de private equity. Et lui, il m'avait répondu, mais il suffit, si tu as du carry, évidemment, hein, si tu as de la surperf, il suffit de faire un bon deal, et en fait, tu peux avoir fait la carrière d'un mec en private equity. Et c'est notre métier. Donc, il y a des gens qui vont dire que c'est du casino. Moi, je pense que si c'est fait de manière intelligente, tu vois, un Point 9, par exemple. Un Point 9, c'est un super beau fonds. Je crois qu'ils ont dû faire x10 sur le premier fonds, et depuis, tu vois, c'est que des fonds, je pense, hein, qui sont à plus de x3. Ils ont une manière très méthodique d'investir. Ils le font intelligemment, de manière disciplinée. Tu vois, pour moi, c'est un des super fonds. Enfin, c'est un fonds que j'aimerais bien émuler, quoi. Je crois qu'on est pas mal parti sur cette ligne, au moins sur l'organisation. Peut-être, j'espère aussi sur les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent faire pour nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Nous envoyer des beaux dossiers, investir, des beaux dossiers donc sur une thèse qui est un play international, de l'impact et un retour monstrueux, en tout cas une ambition. Ouais, de l'impact, de l'impact, nous, on n'est pas un fonds impact. Oui, pardon. Mais on a un fonds, non, mais c'est bien de le préciser, on a un fonds où, tu vois, sur chaque deal, si à la fin du deal, si le deal se concrétise et la société exécute, si elle n'a pas complètement transformé la société dans laquelle elle opère, tu vois, s'il n'y a pas eu un impact positif sur la société, on ne fera pas de dossier. Donc, tu vois, on fait vraiment... c'est compliqué de les citer, mais tu vois, Resolve Stroke, l'idée, c'est un scanner ultrason qui donne le même résultat qu'un IRM. Et si à la fin des fins, ça fonctionne, tu pourras aller dans n'importe quel docteur avec un scanner ultrason, il pourra te faire un scanner en 30 secondes de terrain, de ta tête. C'est de la folie, en termes de réduction de coûts, de vie sauvée, de tout ce que tu veux, c'est de la folie. Ça aura changé le monde. Ça aura changé en fait la manière dont les docteurs opèrent. Et ça c'est ce qu'on vise. Donc ceux qui nous écoutent, alors le petit point intéressant pour ceux qui nous écoutent, nous on a un modèle, encore une fois, c'est quoi notre edge, comment on va être différent? Évidemment, il y a certains points, on n'a pas réinventé la roue, et il y a d'autres points, on s'est dit, il faut la réinventer cette roue. Sur nos 72 souscripteurs, tu sais, sur ce concept de board, tous les fonds, ils aiment bien investir dans une boîte et ensuite créer un board et mettre l'investisseur au board. Et moi, ce que je dis avec Arnaud, c'est que ça sert à rien que les investisseurs soient au board. On peut être board observer. Mais nous, on est dispo 24/7 pour les entrepreneurs. Et donc, sur toutes nos boîtes, on met un de nos souscripteurs qui a envie et qui est pertinent pour la boîte au board de cette boîte-là. Donc, on a investi dans un dossier qui s'appelle Mimbi. C'est du retail média. Un de nos investisseurs, c'est Emmanuel Grenier. Emmanuel Grenier qui a dirigé le groupe Cdiscount pendant... Chez Casino, pardon, Cdiscount, ouais, tout à fait. Tu vois, c'est quelqu'un à qui on a dit, est-ce que tu peux nous représenter au board? Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Non seulement il nous a aidé à faire la due diligence de la boîte, il nous a aidé à convaincre les entrepreneurs. C'était un dossier d'ailleurs qui était très compétitif, même si on a eu une conviction avant les autres fonds. Et aujourd'hui, il accompagne cette société. Et en échange, nous, on lui rétribue du carry du fonds. Parce que c'est pas ça qui va changer sa vie. Ouais. Mais c'est une manière de dire, tu aides notre boîte, voici du carry du fonds. Et ça, on est toujours à la recherche de nouvelles expertises sur de nouveaux domaines. Donc, à ceux qui nous écoutent, si vous avez des dossiers intéressants, une expertise intéressante, échangeons. Et après, éventuellement, on peut nous envoyer des fonds. Enfin, en tout cas, investir dans OVNI, ça, c'est une option. C'est à partir de combien, les tickets? Les tickets, tu sais, c'est l'AMF qui l'impose, c'est 100 000 €.
C'est 100 000 euros, ok. Bon, pour Ça sautera peut-être un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est 100 000 euros. 100 000 euros minimum, il faut être un investisseur averti. C'est ça. Pour les autres, vous pouvez vous inscrire au Club Deal. Je rappelle à tout le monde, parce qu'il faut le dire, que investir, ça comporte des risques. Alors en plus, comme tu l'as bien expliqué ici, on est sur de l'investissement, entre guillemets, à haut risque. Hein. C'est le plus risqué. Voilà, Faut il n'y a pas de repas gratuit, donc si tu veux gagner beaucoup, il faut risquer beaucoup. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait chez OVNI, mais avec une ambition d'être sur quelque chose qui change le monde, quoi. Donc c'est l'idée. Et d'appliquer un modèle qui a fonctionné à l'étranger, un modèle qu'on connaît, puisqu'on a vécu dans ces pays-là. En France, franchement, la France, elle a son rôle à jouer comme leader d'innovation technologique mondiale. C'est juste qu'on n'a pas encore... on va y arriver. On peut donner ton mail ? Bien sûr, c'est augustin@ovni.vc. ovni.vc. ovni.vc. Ok. Ben voilà. Merci Augustin. On te suit sur LinkedIn aussi. Suivez-moi aussi si vous voulez. Je suis trop content de rejoindre ce fonds. Et puis bravo pour ces 3 deals qui sont en approche. Et puis vivement les autres. On va aller en trouver quelques-uns pour 2024. Là, franchement, on adore ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. On a le plus beau métier au monde. Mais bon, je pense que tout le monde dit ça quand il aime ce qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai. Toi aussi. Moi aussi. Merci Augustin, merci à vous tous. À très bientôt sur ce podcast. Et si vous voulez, évidemment, abonnez-vous sur le podcast. Si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, partout. Abonnez-vous, partagez aux gens autour de vous qui veulent comprendre comment tout ça fonctionne. Parfois c'est niche, parfois c'est un peu pointu. C'est l'idée aussi, hein, c'est pas un truc toujours très mainstream. Mais pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, je crois que là, on a, débriefé de pas mal de choses que j'ai appris cette année en moins d'1 heure. C'est très cool, c'était l'objectif. Merci Augustin, salut tout le monde, à plus. Mathieu.